Mesdames et messieurs, bonsoir. Une union, enfin, une union. Pas un sordide accord partisan entre appareils, non, une véritable union autour d'un programme commun, ambitieux, écologique, social, avec une véritable alternative économique. Enfin, nos leaders de la gauche ont entendu le cri de désespoir des électeurs qui nous demandaient de la responsabilité. On a réussi à le faire, ce programme commun. Et nous avons l'espoir d'une cohabitation. Alors, c'est curieux, autrefois, ce truc-là, la cohabitation ne plaisait pas aux gens. Les gens voulaient que le président ait une majorité à l'Assemblée. Et puis, fatigués de 5 ans de verticalité jupitérienne, les voilà qui commencent à s'intéresser à un régime parlementaire. Eh bien, si on gagne ces élections législatives, ce sera une occasion de tester un régime semi-parlementaire. Parce que vous le savez, quand le chef de l'État n'a pas la majorité à l'Assemblée, c'est le Premier ministre qui gouverne. Le chef de l'État, il peut signer des traités, commander des armées et proposer un référendum à la population, mais c'est tout. La réalité, la totale réalité du pouvoir se trouve à Matignon. Et pour nous, c'est un grand espoir. Rappelez-vous l'expérience Jospin, 97. S'appuyer sur une majorité plurielle, comme le fera, je l'espère, Jean-Luc Mélenchon. Et au cours de cette période, à partir de 97, le taux de chômage en France, il est passé de 13 à 8%. On a eu la couverture maladie universelle, les 35 heures, les emplois jeunes, le congé paternité, que d'avancées. Là encore, cette union, elle va simplifier aussi le choix des gens. On a là, on voit bien, 2 projets de société radicalement différents qui s'opposent. Le premier est vertical, on l'a vu, avec un chef de l'État qui ne mise que sur la compétition, le chacun pour soi, au nom d'une pseudo-efficacité qui ne fait en fait plaisir qu'aux riches, et qui alimente le productivisme. Alors il a supprimé l'ISF, réduit fortement les taxes sur les impôts des capitaux, gelé les salaires, détricoter notre système de protection sociale, je ne vais pas y revenir. Nicole en a fait l'inventaire, retraite à 65 ans, on détricote le système de l'allocation chômage, notre système de santé dans un état lamentable, enfin bref. Les inégalités n'ont jamais autant augmenté, la précarité est devenue la norme. 4 gamins sur 5 aujourd'hui, lorsqu'ils trouvent un job, sont en intérim ou en CDD. Quel projet de société ? C'est tout notre contrat social qui est mis en péril avec cette politique. A l'inverse, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, elle nous propose d'abord une gouvernance horizontale avec la 6e République, mais pas seulement. La démocratie dans l'entreprise, ça c'est vachement important. Ça existe en Allemagne. Dans les sociétés de plus de 2000 salariés, les employés ont 50% des voix. C'est pour ça qu'en Allemagne, il n'y a pas de délocalisation. On vante le modèle allemand, etc. Mais c'est d'abord la cogestion qui protège l'appareil industriel allemand. C'est un programme qui mise non pas sur la compétition, mais la coopération et solidarité intergénérationnelle, avec la retraite après 40 années de cotisation. Pourquoi maintenir nos seniors en activité jusqu'à 65 ans, alors que l'âge limite de l'espérance de vie en bonne santé est de 63 ans pour les hommes, 65 ans pour les femmes. Si on les maintient encore au boulot, il y a fort à parier que cette limite, elle va descendre, comme ça s'est produit dans certains pays de l'Est. Et puis, la moitié de nos seniors sont au chômage, alors on va pouvoir les maintenir 10 ans de plus dans la précarité, ça n'a pas de sens, alors que la moitié des jeunes sont au chômage. Que ces jeunes veulent un job, et que prolonger le départ en retraite, c'est tout simplement les priver de la perspective d'emploi. Solidarité intergénérationnelle encore, parce qu'en rétablissant l'ISF, on va pouvoir financer l'allocation de l'autonomie pour les jeunes. C'est donc un autre modèle de société qui nous est présenté, en commençant par la régulation de la finance. Ça aussi, c'est super important, la régulation de la finance. Dans les années 80, on a autorisé les banques à spéculer à crédit et à offrir des crédits à leurs clients pour qu'ils spéculent. Donc, tout le monde s'est mis à boursicoter, le prix des actions s'est mis à monter, on vit bulle spéculative sur bulle spéculative,
Les banques ne veulent plus faire de crédit aux entreprises, parce qu'elles peuvent faire des plus-values de 10 à 15% en bourse. Alors pourquoi filer des crédits à des entreprises pour qu'elles investissent en espérant 2 à 3% de taux d'intérêt? Elles ne le font plus. Alors que font nos entreprises? Elles se retournent vers leurs actionnaires pour avoir des fonds propres et se développer, et les actionnaires leur disent la même chose. Mais attendez, on ne veut pas de 3%, on veut 10-15%, alors comprimer les salaires, augmenter la productivité, délocaliser. Ce système est un système, ce capitalisme financier, complètement autodestructeur. Dans le programme de la NUP, il y a un volet sur la régulation financière, dont moi, qui ai commencé ma carrière en étant prof de macroéconomie financière, je n'aurais jamais rêvé. Et il est formidable. C'est la fin de l'austérité. Alors le plus inavoué de l'austérité, c'était de bousiller les services publics pour baisser les impôts des riches. Le but avoué, c'était de comprimer les salaires, baisser les prix pour pouvoir choper des parts de marché à l'étranger et augmenter la croissance. Oui, mais si nos voisins font la même chose, vous voyez bien que c'est un jeu perdant-perdant. Ce qui explique pourquoi on a une croissance molle en Europe depuis 20 ans et une explosion des inégalités. Là encore, ce programme, c'est la fin de l'austérité. Comment? En taxant le capital, les revenus des capitaux. Aujourd'hui, on paye plus d'impôts en travaillant qu'en vivant de ses rentes, ce qui est complètement incroyable. En restaurant l'ISF, en faisant un impôt sur le revenu plus progressif qu'il l'allait aujourd'hui, de manière à récupérer des marges de manœuvre budgétaires et de faire une véritable politique de relance, notamment dans la transition écologique. Alors Macron nous parle de planification écologique, mais lui, il a en vue une politique de petits pas. Mais quand on a le feu aux fesses, il faut courir, pas faire de petits pas. Là, quand Mélenchon nous parle de planification écologique, ça sent bon la mobilisation générale, et il le faut. Parce que le GIEC nous dit que nous n'avons plus que 3 ans seulement pour inverser les courbes d'émissions de gaz à effet de serre, sinon dans 50 ans, des pans entiers de notre planète ne seront plus vivables. Et il écrit, au-delà de 35 degrés de température moyenne, avec un taux d'humidité de 80% dans les tropiques, à l'équateur, en Inde, en Australie, la vie ne sera tout simplement pas possible, parce que c'est l'étal en 3 heures pour un homme, 35 degrés, avec 80% de température. Donc vous vous imaginez les millions de déplacés que nos enfants auront à gérer. La planète, notre civilisation ne s'en relèverait certainement pas. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important d'investir massivement dans les transports collectifs, l'isolation du bâti, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique dans l'industrie. Avec à la clé, nous disent les économistes, 1 million d'emplois. 1 million d'emplois, c'est pas rien. C'est un 5e des chômeurs en moins aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle les écologistes adhèrent à 100% à ce programme. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous les partis ici, sont représentés. Et c'est pourquoi je pense que nous ferons un excellent score au cours de ces élections législatives. Je vous remercie beaucoup.